La plupart des gens pensent qu'un joueur qui ne court pas est soit fainéant, soit pas assez bon physiquement. Mais c'est faux, parce qu'il y avait un joueur qui marchait tout le temps pendant les matchs. Et pourtant, il était le joueur le plus dangereux sur le terrain. Le plus grand joueur que le football ait jamais connu. Il faisait peur à toutes les équipes, et certaines d'entre elles avaient même interdit que son nom soit prononcé dans le vestiaire pour ne pas terroriser les joueurs avant les matchs. O Simeone não falava o nome dele, falava, vamos marcar aqui, marcar ele enano é um anão, anão e tal. Porque pra também não assustar os jogadores, mas cara, que jogador, tá maluco, esse é o melhor jogador que eu joguei disparado. Alors comment est-il possible qu'un joueur qui ne court pas soit si bon? Et surtout, comment est-il devenu le plus grand joueur de tous les temps? Messi hits one. Oh, what a goal! Oh, Messi. Rakitic, Messi, delicately scrapes it out of the corner. L'autre jour, je galérais à trouver un lien pour regarder un match de Première Ligue qui n'était pas diffusé en France. Et là, j'ai pensé à utiliser Surfshark VPN et depuis, franchement, je n'ai plus ce problème. Je me connecte depuis l'Angleterre ou les États-Unis. Et bam, j'ai accès à plein de chaînes étrangères qui diffusent des matchs gratuitement ou en exclusivité. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Il y a quelques semaines, j'étais au Maroc. Maintenant, revenons à notre vidéo. Canal et Bein. Mais avec un petit clic sur Surfshark, je me connecte comme si j'étais en France. Et tout refonctionne, comme à la maison. Également, si tu dois acheter des billets d'avion ou réserver des hôtels pour tes prochains voyages, écoute bien cette astuce. Change de pays dans Surfshark, relance le site de réservation et là, le prix va changer en fonction du pays que tu choisis. Tu vas être surpris des économies que tu pourras faire. Si tu veux essayer, clique sur le lien en description ou en commentaire épinglé, ou entre le code EliteFoot. Tu auras 4 mois supplémentaires gratuitement. Et cerise sur le gâteau, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. En plus de tout ça, t'as plus de pubs bizarres, plus de sites qui te pistent à longueur de journée. Surfshark protège ta vie privée, chiffre ta connexion et fonctionne sur un nombre d'appareils illimité. Franchement, tu risques rien à tester. Au contraire, je suis sûr que quand tu vas l'essayer, tu ne voudras plus t'en séparer, tout comme moi. Pour rappel, le lien est en description et en commentaire, sinon tu peux utiliser le code EliteFoot. Un grand merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à ce type de partenariat qu'on peut continuer à vous proposer des vidéos de qualité sans contrainte. Maintenant, revenons à notre vidéo. En 2000, un garçon de 13 ans a débarqué en Catalogne avec son père et avec un rêve. Il était petit, silencieux, un enfant de Rosario en Argentine qui ne parlait presque pas et qui ne cherchait pas à attirer l'attention. Et pourtant, cet enfant avait quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Lionel Messi n'était pas censé devenir footballeur, pas parce qu'il manquait de talent, ça c'était évident, mais parce que son propre corps le trahissait. Très jeune, on lui a diagnostiqué une carence en hormones de croissance et son avenir dans le football semblait déjà compromis. Les traitements coûtaient cher et en Argentine, aucun club ne voulait en assumer les frais. Alors sa famille a fait un pari fou. Son père, Jorge, a quitté son travail. Ils ont fait leurs valises et ils ont traversé l'océan pour tenter une dernière chance. Cette chance était à Barcelone. Au début, même le Barça avait des doutes. Le club avait été impressionné par son toucher de balle, ses dribbles incroyables, son instinct. Mais signer un petit Argentin avec un problème médical, ce n'était pas une décision facile. Il a fallu un contrat signé sur une serviette dans un restaurant et un entraîneur prêt à tout risquer pour qu'il obtienne sa place à la Masia. Mais arriver là-bas, c'était une chose. S'y intégrer, c'en était une autre. À la Masia, Messi était plus petit que tous les autres. Il ne parlait pas catalan. Et son accent argentin faisait de lui une cible facile pour les moqueries. Les autres enfants jouaient ensemble. Messi, lui, s'entraînait seul. Sur le terrain, il brillait. En dehors, il était inaperçu. Mais il n'a jamais lâché. Il revenait chaque jour. Il s'entraînait comme si sa vie en dépendait. Parce qu'en quelque sorte, c'était bien le cas. Personne ne le savait encore, mais ce garçon discret allait bientôt changer le football à jamais. En 2004, Messi était sur le point de réaliser quelque chose de formidable. Il avait survécu à des années de solitude. Il avait dépassé tous les doutes, un par un. Et à 17 ans, il s'entraînait déjà avec l'équipe première du Barça. Même à ce moment-là, les joueurs cadres n'en revenaient pas. Ce gamin qui ne parlait presque jamais, mais qui dansait avec le ballon comme s'il était collé à son pied. L'entraîneur, Frank Rijkaard, dirigeait alors une équipe pleine de stars. Ronaldinho, Deco, Eto'o. Et pourtant, un jour après l'entraînement, plusieurs cadres sont venus le voir et lui ont dit « Ce gamin, il faut que tu le fasses jouer ». Alors Rijkaard a écouté. Messi a donc fait ses débuts en équipe première en octobre 2004. Quelques minutes seulement.
face à l'Espagnol, mais c'était suffisant. Suffisant pour sentir que quelque chose d'unique était en train de naître. Il était rapide, sans peur, collé au ballon, comme s'il était une extension de son pied. Cette même saison, il a inscrit son tout premier but en Liga. Un petit ballon piqué tout en finesse, au-dessus du gardien, sur une passe de Ronaldinho. Ce moment résumait tout. Le roi qui tend la couronne à son héritier. Et à ce moment-là, le monde n'avait pas encore vraiment remarqué. Pas encore. Puis est arrivé le mondial U20 à l'été 2005, aux Pays-Bas. Messi a explosé. Il a traîné l'Argentine jusqu'en finale. Il a marqué quand il le fallait. Humilié des défenseurs 2 fois plus grands que lui. Il transformait 2 pénaltys contre le Nigeria pour soulever le trophée. Il a remporté le trophée du meilleur joueur du tournoi et celui du meilleur buteur. Et d'un coup, Lionel Messi n'était plus seulement le jeune espoir du Barça, mais un phénomène mondial. Il n'était plus le même. Il était parti au tournoi comme une promesse. Il est revenu à Barcelone comme une star. À chaque course, chaque but, chaque dribble exceptionnel, une question a commencé à circuler. Est-ce que ce gamin peut devenir meilleur que Maradona ? La saison 2005-2006 a marqué l'entrée de Messi sous les projecteurs. Franck Rijkaard lui a offert une place sur l'aile droite. Pas pour le cacher, mais pour lui donner de l'espace. Des 1 contre 1, des retours sur son pied gauche. C'est là que le style de Messi est né. Et juste à côté de lui, il y avait Ronaldinho. Encore à son prime. Encore le roi du Camp Nou. Mais même le roi voyait ce qui arrivait. Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il se considérait comme le meilleur joueur du monde, Ronaldinho a souri. Il a répondu « Je ne suis même pas le meilleur au Barça ». Et en pointant du doigt Messi, il dit « Lui, c'est le meilleur ». Les statistiques n'étaient pas encore spectaculaires. 6 buts, 2 passes décisives en 17 matchs de Liga. Et ce qui frappait, c'était sa manière de jouer. Il ne se contentait pas de passer les défenseurs, il les humiliait. Messi driblait certains des plus grands joueurs comme s'ils étaient des amateurs. Il jouait avec un mélange d'innocence et de cruauté. Comme s'il ne se rendait pas compte à quel point il était bon. Ou peut-être qu'il le savait parfaitement, mais que ça lui était égal. Mais le moment où le monde entier a vraiment ouvert les yeux, c'était pendant la Coupe du Monde 2006. Messi n'avait que 18 ans. Il n'était pas titulaire. Il n'avait aucune place garantie. Mais à chaque fois qu'il entrait, même pour quelques minutes, tout changeait. Le rythme, l'intensité et la peur dans le regard des défenseurs. Pekerman, le sélectionneur argentin de l'époque, l'a dit clairement. « Tu vas devenir le meilleur joueur du monde, je le vois. » Et à partir de là, la question n'était plus « est-ce que ?» C'était quand ? Quand Messi va devenir le meilleur joueur du monde ? Messi est revenu à Barcelone avec une autre aura. Le gamin était en train de devenir un crack et il avait quelque chose à prouver. Il a commencé à ajuster son style. Moins de passes, plus de dribbles. Moins d'hésitation, plus de dégâts. Il transformait les défenseurs en plots. Il traversait les défenses comme un couteau chaud dans du beurre. Et puis, lors de l'un des classicos les plus inoubliables de l'histoire, en mars 2007, le monde entier a assisté à la grande révélation du nouveau roi de Barcelone. Real Madrid 3, Barcelone 3, Messi 3. Un triplé dans le match le plus attendu de la saison, à seulement 19 ans. Et s'il restait encore des sceptiques, ils ont disparu quelques semaines plus tard, quand Messi a marqué un but devenu légendaire. Un but tellement mythique que les supporters l'appellent encore aujourd'hui Ankara Messi. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Une course en solitaire depuis le milieu de terrain. 5 joueurs de Retafe éliminés, y compris le gardien. Un but irréel. C'était le but du siècle de Maradona refait à l'identique. À ce stade, tout le monde savait que Messi n'était pas un joueur comme les autres. Mais en 2008, quelqu'un est arrivé à Barcelone. Quelqu'un qui se fichait du talent individuel. Ce qui comptait pour lui, c'était que chaque joueur rentre dans son système. Cet homme, c'était Pep Guardiola. Et quand Guardiola a pris les commandes, plus rien n'était sacré. Ronaldinho, parti. Deco, parti. Eto'o, sur le point de partir. Guardiola ne voulait pas une équipe de stars. Il voulait construire une machine. Et dans cette machine, chaque pièce devait fonctionner avec une précision parfaite, y compris Messi. Alors l'Argentin a laissé tomber le numéro 19. Il a pris le numéro 10 et il s'est mis au travail. La première chose que Pep Guardiola a changé, c'était le corps de Messi. Un régime strict, une récupération plus rigoureuse, moins de temps à l'infirmerie, plus de temps sur le terrain. Les blessures à répétition, c'était fini. La deuxième chose, c'était la mentalité. Messi a arrêté de vouloir humilier les défenseurs à chaque ballon. Il a commencé à jouer plus intelligemment.
il a appris à attirer les adversaires, à trouver les demi-espaces, à ralentir le jeu, puis à accélérer d'un coup. Sous Guardiola, Messi est devenu un concept, pas juste un joueur. Il était faux numéro 9. Meneur, buteur, liant, il n'avait plus besoin de dribbler tout le monde. Il suffisait qu'il soit partout à la fois. Et les statistiques disaient tout. Lors de la saison 2008-2009, Messi a explosé. 38 buts, 19 passes décisives. À lui seul, il était impliqué dans un tiers des buts du Barça. Mais le tournant a eu lieu au Santiago Bernabéu, en avril 2009. Real Madrid 2, Barcelone 6. Une véritable démonstration signée Messi. 2 buts, une passe décisive. Puis est arrivé le triplé historique. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. En finale, face à Manchester United, Messi a marqué un but incroyable de la tête. Contre Rio Ferdinand et Van der Sar, Barcelone a conquis l'Europe, puis le monde avec son sextuplé historique. Et au cœur de tout ça, il y avait ce garçon qu'on disait autrefois trop petit, trop maigre, trop discret. Aujourd'hui, il était devenu le meilleur. Si la saison 2008-2009 a été l'éveil de Messi, alors 2009-2010 a été sa transformation. Guardiola avait construit le système parfait, et Messi allait le faire plier. Pas en le rejetant, mais en le façonnant à son image. Ce n'était plus le Messi obsédé par le dribble. Ce Messi voyait les espaces avant qu'ils ne s'ouvrent. Il ne se contentait plus de trouver les buts, il les explosait. Il était devenu une machine. 47 buts en 53 matchs. Soulier d'or, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Espagne. Et puis, le match que personne n'a oublié, quart de finale de Ligue des Champions, Barcelone-Arsenal. Au Camp Nou, Messi inscrit 4 buts à lui seul. Même les supporters d'Arsenal ont apprécié ce qu'ils ont vu. Que pouvait-il faire d'autre? Mais la saison suivante allait être encore plus folle. En 2010-2011, Messi a encore évolué. Pas en simple buteur, mais il était un attaquant plus complet. Désormais, il descendait au milieu pour construire l'action, s'écartait sur les côtés pour attirer les défenseurs, apparaissait à l'entrée de la surface, puis glissait le ballon au fond comme à l'entraînement. Cette année-là, il a inscrit 53 buts. Mais pas que ça, il a aussi offert 27 passes décisives. Les supporters du Real Madrid se souviennent très bien de ce match en demi-finale de Ligue des Champions. Messi récupère le ballon au milieu de terrain, élimine 5 défenseurs comme s'il n'était pas là, et marque avec une facilité incroyable. Il était plus rapide qu'avant, plus intelligent, plus tranchant, et Barcelone a tout gagné avec lui. Messi est devenu le premier joueur à remporter 3 ballons d'or consécutifs depuis Michel Platini. Mais le meilleur restait encore à venir. 2011-2012 a été le sommet de Messi, la saison où les chiffres ont cessé d'avoir du sens, et il n'y avait plus de logique, où chaque semaine, Messi semblait courir après un nouveau record et l'atteindre. 73 buts, 32 passes décisives, en seulement 60 matchs, soit 1,75 contributions directes par match, toutes compétitions confondues. Et si ce chiffre ne suffit pas à choquer, il a été directement appliqué dans 105 des 190 buts du Barça cette saison-là, soit 55% de tous les buts du club. Un chiffre tout simplement historique. Il jouait en faux neuf, en ailier, en meneur de jeu, en finisseur, parfois tout à la fois. Les défenseurs ne tentaient même plus le tacle, ils reculaient, attendaient du renfort et priaient. Et les records continuaient de tomber. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Barça à seulement 24 ans. Il a dépassé le record de César Rodriguez, 232 buts, et il l'a fait avec encore des années de carrière devant lui. Il a remporté son 4e ballon d'or consécutif, une première dans l'histoire du football. Et si l'on regarde l'année civile 2012 dans son ensemble, c'est là que les choses deviennent plus folles. 91 buts en une seule année. Le plus grand total jamais atteint en une année civile dans le football professionnel. Un record qui a tenu 40 ans. Il a terminé l'année avec 91 buts en 69 matchs officiels. 79 buts pour Barcelone et 12 pour l'Argentine. Mais le plus impressionnant, c'est que Messi a battu à lui seul des équipes du top 5 européen comme Manchester United, Chelsea, le PSG et le Borussia Dortmund. Chacune de ces équipes a marqué moins de buts que Messi en 2012. Une équipe de plus de 20 joueurs n'a pas pu faire mieux qu'un seul homme. Messi était tellement incroyable cette année que même les statistiques combinées de De Bruyne et Haaland en 2023 étaient loin d'égaler ces chiffres. À la fin de cette saison, les défenseurs ne savaient plus quoi faire. Le marquer individuellement, doubler la couverture, le faire tomber ou simplement le laisser passer et espérer que ça ne se finisse pas au fond. Parce qu'en 2011-2012, il n'y avait aucune solution à Messi. Ni en Espagne, ni en Europe, ni sur Terre. Et même si les trophées ne sont pas arrivés en rafale cette année-là, l'héritage, lui, s'est imposé. Car c'est à ce moment-là que le monde a cessé de se demander si Messi était grand.
et a commencé à se demander si quelqu'un pourrait un jour faire mieux. Après une telle saison, tout le monde espérait que Messi irait encore plus loin l'année suivante, mais même les plus grands ont leurs limites. La saison 2012-2013 a démarré fort. Les buts continuaient, les records tombaient encore, mais en coulisses, quelque chose clochait. Messi était épuisé, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Il avait porté Barcelone sur ses épaules pendant 2 saisons historiques, et maintenant, son corps commençait à dire stop. Les blessures musculaires ont commencé à s'accumuler, des petits pépins, puis des absences plus longues. Et quand Messi n'était pas sur le terrain, le Barça était perdu. C'est dire à quel point il comptait. Il n'était pas seulement leur meilleur joueur, il était le cœur de l'équipe. Et malgré tous ces obstacles, il a inscrit 60 buts cette saison-là. Une saison en baisse, pour Messi, c'était 60 buts, un chiffre impossible pour presque tous les autres joueurs de la planète. Mais quelque chose était en train de changer. Son rôle évoluait. Il a commencé à réduire les dribbles incessants. Il marchait pendant presque tout le match. Il refusait de courir. Il se concentrait davantage sur le placement, les déplacements, l'efficacité. Moins de spectacle, plus d'impact. Et même quand son corps n'était pas à 100%, sa tête, elle, ne ralentissait jamais. Il s'est adapté, il a mûri, il a arrêté d'essayer de gagner chaque match tout seul. Il a commencé à jouer plus intelligemment. Mais les blessures ont laissé des traces. Le Barça a essayé de le ménager, de le reposer, mais l'équipe dépendait trop de lui. Et pour Messi, ce poids, cette attente constante ne disparaissait jamais. À la fin de la saison, les supporters et les fans se sont demandé si la magie n'était pas en train de s'éteindre. Était-ce le début de la fin? Messi avait la réponse. Et c'était non. Ce n'était pas la fin. C'était une transformation. L'été 2014, Barcelone était en difficulté. Le club venait de terminer une saison sans le moindre grand trophée. Sa pire saison depuis des années. Alors le Barça fait ce que font les grands clubs dans ces moments-là. Faire des changements. Luis Enrique est arrivé comme entraîneur et la direction a frappé fort avec un recrutement de grand calibre. Luis Suarez, aux côtés de Neymar et Messi, il allait former ce qui deviendrait le trio le plus redoutable de l'histoire du football. Messi, Suarez, Neymar, MSN. Et dès les premiers matchs, l'alchimie a commencé à prendre. Pas immédiatement, il y a eu des ajustements, mais quand ça a cliqué, ça a explosé. Messi, enfin en pleine forme, avait adapté son rôle. Il descendait plus bas, jouait comme un véritable meneur et dictait le rythme. Il ne se contentait plus de marquer, il créait aussi. Neymar apportait la magie, la folie, la samba brésilienne. Suarez, lui, apportait la rage, les appels, la finition parfaite. Et Messi était le cœur, celui qui reliait tout, celui qui donnait vie au système. Cette saison-là, les chiffres étaient exceptionnels. Le trio MSN a combiné 122 buts. Messi en a marqué 58 et délivré 27 passes décisives. Et les trophées sont tombés les uns après les autres. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, un deuxième triplé en carrière pour Messi. Mais cette fois-ci, il était le leader, le métronome, le génie derrière chaque mouvement. En finale de Ligue des Champions contre les Juventus, Messi n'a pas marqué. Mais il n'en avait pas besoin. C'est lui qui a tout orchestré. C'est son tir qui a provoqué le rebond pour le but de Suarez. C'est lui qui a débloqué la défense de la Juventus avec ses passes. Une performance brillante, sans avoir besoin de faire trembler les filets. Messi avait changé. Moins centré sur lui-même, plus tourné vers l'équipe, moins de dribbles inutiles, plus de maîtrise, plus de danger, plus d'efficacité. Et pour les défenseurs d'Europe, c'était un cauchemar. Pendant un moment, Barcelone semblait inarrêtable. Et Messi en était la raison. En 2015, Messi est devenu un monstre. Il pouvait marquer, faire des passes décisives, dribbler, créer des espaces, contrôler, et tout ça sans même transpirer. Et maintenant, il avait une nouvelle arme, les coups francs. Il en était devenu un vrai expert. Messi avait tout étudié. Comment le mur sauter, comment le gardien se décaler, comment faire rouler le ballon au bon moment. À chaque entraînement, il frappait des centaines de balles. Il perfectionnait l'un des aspects les plus mortels qu'un joueur paresseux puisse avoir. Et quand la saison a commencé, le monde l'a vu. 9 coups francs directs en une seule saison. 50 au total sous le maillot du Barça. Plus que Ronaldinho, plus que Beckham, plus que Zidane. Et à chaque fois qu'il enroulait le ballon dans la lucarne, il envoyait un message simple. Pas besoin de courir pour gagner un match. Pas quand on est aussi précis. À ce stade, les défenseurs avaient compris. Messi n'allait pas vous courir après. Il allait attendre. Et vous punir dès que vous approchiez un peu trop. Pendant que les autres courent, lui observe. Et quand il s'arrête, il surgit et surprend tout le monde. En 2017, Messi faisait partie des joueurs qui couraient le moins en Europe. Les statistiques le montraient, les analystes le répétaient. Un seul joueur de champ Ligue des Champions parcourait moins de distance que lui, Eric Bailly.
un défenseur central. Pour la plupart des joueurs, ce chiffre serait une insulte. Pour Messi, c'était une signature. Il ne courait pas après les autres. Il ne pressait pas à tout va. Il ne sprintait pas pour faire illusion. Il bougeait quand c'était utile. Et uniquement à ce moment-là. But as long as you are not Lionel Messi, you have to defend. Lionel is the only one. Wait until we have the ball, give it to you, and now do what you want. Everybody else has to defend. Cette saison-là, le Barça était à la poursuite du Real Madrid en Liga. La course au titre était serrée. Et le 23 avril, ils sont entrés au Santiago Bernabéu pour aller chercher ces 3 points. Le match a été un chaos total. Tout le monde frappait Messi, encore et encore. Sergio Ramos a pris un rouge. James Rodriguez a égalisé en fin de match. La tension était haute. Puis à la 92e minute, une passe, un appel. Messi surgit à l'entrée de la surface comme s'il avait attendu ce moment pendant des heures. Un contrôle, frappe, boum. 3-2 pour le Barça. Silence total à Madrid. Et c'est là qu'est venue la célébration devenue légendaire. Messi s'est dirigé vers le corner, il s'est retourné vers le public et il a levé son maillot. Bien haut, il a montré ce nom qu'ils avaient tenté de blesser tout au long du match. L'homme qui marchait plus qu'il ne courait, qui observait pendant que les autres couraient dans le vide, qui analysait puis frappait. E a gente sempre falava lá, quando tu deixa ele do jeito que tá, porque se tu for dar uma porrada, for fazer aí tu vai atiçar o cara, aí começa. Tipo, é bem difícil. En 2017, Neymar était parti. L'ère du trio MSN avait pris fin. Et pour la première fois depuis des années, Messi se retrouvait à nouveau seul. Mais au lieu d'accélérer le rythme, il a fait l'inverse. Il a encore ralenti. Et d'une manière ou d'une autre, il est devenu encore plus dangereux. Lors d'un classico en 2017, Messi a parcouru environ 8 km. Et 83% de cette distance, il l'a effectuée en marchant. Et malgré cela, il a marqué et délivré une passe décisive dans la victoire 3-0 du Barça face au Real Madrid. Sur le papier, ça n'avait aucun sens. Messi était le joueur qui courait le moins, littéralement, et pourtant, personne ne pouvait l'arrêter. Les gens se demandaient comment est-ce possible. Un joueur qui ne court pas est normalement vu comme paresseux, peu impliqué, pas comme le meilleur joueur de tous les temps. Parce que Messi ne courait pas sans raison. Il marchait volontairement. Il scrutait le terrain comme un échiquier. Il calculait les angles, il remarquait les mouvements, il attendait que les défenseurs clignent des yeux. Juste une fois. Et quand il le faisait, il frappait. Pas de dribble en vain, pas de sprint inutile, juste un contrôle absolu. Ce n'était plus une question de passer 5 joueurs en vitesse. C'était une question de rythme, de timing, d'intelligence. En possession, il descendait presque comme un meneur de jeu. Mais au lieu de lancer le jeu de loin ou de dicter depuis l'arrière, il faisait quelque chose de bien plus redoutable. Il devenait invisible. Il marchait, disparaissait du champ de vision des défenseurs, puis réapparaissait là où ça faisait le plus mal. Les défenseurs ne savaient pas s'il fallait le marquer ou l'ignorer. Et quand ils prenaient leur décision, c'était déjà trop tard. Entre 2017 et 2019, les statistiques de Messi étaient folles. Mais ce n'était pas seulement ses buts, c'était la façon dont il créait du danger avec si peu de mouvement. Une passe, un léger changement d'appui, une course parfaitement choisie, parfaitement létale. Il n'était plus le joueur le plus rapide du terrain. Il n'était même plus dans les 10 premiers. Mais personne ne pouvait l'arrêter. Le jeune dribbleur, capable de battre 10 joueurs, s'était transformé en quelque chose de plus rare. Un vrai maestro avec l'instinct d'un tireur d'élite. Et cette version de Messi, celui qui transpire à peine pendant les matchs, était peut-être la plus dangereuse de toutes. Car quand tout le monde courait après le ballon, lui avait 2 longueurs d'avance sans bouger. Selon toi, est-ce que nous verrons un jour un autre joueur aussi doué que Messi? Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.